qui va de nouveau remercier Xavier Neufchander d'être là. Sans doute vous allez nous rappeler que nous avons toujours besoin d'eau, d'énergie, de moyens de déplacement, de données. Et en même temps, en ce moment, on assiste quand même avec la loi en ce moment en discussion au Parlement sur le climat, à une espèce de mouvement de, comment dirais-je, de critique des travaux publics. On dit il en faudrait peut-être moins de grands projets. Et même récemment, après que la commission d'orientation des infrastructures ait rendu son rapport, j'ai lu le discours de la ministre à l'époque qui disait on arrête les grands projets, allez, et on va se consacrer au quotidien. Voilà. Bon, c'est quand même peut-être insuffisant, quand même. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a par exemple 20 000 hectares d'ENAF qui disparaissent. C'est quoi les ENAF? Des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc il y a toujours ce goût des acronymes. Donc il y a toujours cette difficulté. Comment fait-on? On a besoin évidemment d'infrastructures. La transition, c'est quand même aussi des infrastructures. Vous allez nous parler de tout ça. Et puis je voudrais juste dire que vous êtes devenu un spécialiste de l'outarde-canepetière. Ça c'est quand même pas banal. Vous avez la parole, monsieur Neufchander. Merci, je suis un peu ému de cette présentation qui a été faite de mon parcours. Il manque un point qui est très important à mes yeux, qui est que j'ai été directeur de projet de la ligne TGV SEA entre Tours et Bordeaux. Et c'est là que j'ai acquis les compétences qui sont les miennes en faveur de l'outarde canepetière, qui est un magnifique volatile. Et nous avons contribué à la réapparition de l'outarde canepetière dans le Poitou-Charentes. Donc je vais vous parler du renouveau des travaux publics pour accompagner la transition environnementale. Et je vais commencer par un chiffre tout simple, qui est 54%. Faut savoir que les infrastructures, l'usage des infrastructures et leur construction pèsent 54% des émissions de CO2 du pays. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait considérable. Et si on peut considérer que la taxation des carburants fossiles, les aides pour la transition énergétique dans le bâtiment sont totalement indispensables pour aider à la transition énergétique du pays, on ne peut pas ne pas prendre en compte les infrastructures dans l'organisation de cette transition énergétique. Or, on voit dans le débat, et vous l'avez rappelé, que dans le meilleur des cas, les travaux publics et les infrastructures ne sont pas pris en compte. On le voit dans les lois en cours de discussion. Et dans le pire des cas, notre profession est plutôt accusée de ne pas participer suffisamment à la transition énergétique. Et nous sommes convaincus que c'est exactement l'inverse. Et que les infrastructures que nous contribuons à construire sont des atouts majeurs pour organiser cette transition énergétique. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Donc en clair, nous avons une conviction, c'est qu'on mettra en œuvre la transition écologique dans les territoires qu'en investissant massivement dans les infrastructures et dans la maintenance de ces infrastructures. Et cette ambition, les professionnels des travaux publics ont décidé de la porter ici et de la porter dans le débat public, parce qu'on estime que c'est important. Alors dans cet objectif, notre fédération, elle a bien évidemment pour objectif de faire progresser les 8000 entreprises qui sont nos adhérents. Ça, c'est notre vocation naturelle, donc il faut aider ces entreprises à améliorer et à optimiser leurs émissions de gaz à effet de serre, de façon à être des acteurs complets. Mais également, on doit participer au débat sur ce que doivent être les infrastructures de notre pays, comment utiliser ces infrastructures dans le cadre de la transition énergétique, et aider les pouvoirs publics à prendre les bonnes décisions en la matière. C'est des sujets compliqués, qui sont des sujets de long terme, et nous pensons que notre expertise en la matière est utile au pays. C'est un sujet de responsabilité collective, c'est une nécessité pour préparer l'avenir de notre filière et réussir sa transformation. Et c'est clairement l'activité des entreprises de travaux publics de demain que nous préparons à travers ce travail que nous sommes en train de mener.
Alors, juste un petit avertissement, ce que je vais vous présenter, c'est encore en cours de chantier. Notre étude sera terminée à la fin de l'année et je pense qu'on sera plus à même de communiquer entièrement, mais vous verrez, les résultats sont déjà assez impressionnants. Alors, les infrastructures, de quoi parle-t-on? Alors là, on parle très souvent du BTP, et le BTP, c'est B pour bâtiment et TP pour travaux publics. Donc le bâtiment, c'est ce qui est à gauche, et les travaux publics, c'est ce qui est à droite. N'y voyez aucune allusion politique, il n'y a rien à voir. Simplement, le bâtiment, c'est plutôt ce qui est haut, et les travaux publics, c'est plutôt ce qui est plat et long. Enfin, si je devais caricaturer, quoique ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, c'est les ponts, les routes, c'est le numérique, c'est l'électricité, c'est les voies ferrées, c'est les travaux publics, c'est beaucoup de choses. Et si on est autour de la table, c'est grâce au métro qui a été construit par des entreprises de travaux publics, parce que je suis venu en métro tout à l'heure. C'est aussi grâce à la fibre qui a été posée par des entreprises de travaux publics qui nous permettent d'être tous ensemble à travers nos machines informatiques. C'est grâce à l'électricité qui arrive chez vous par des lignes qui ont été posées par des entreprises de travaux publics, et on pourrait poursuivre à l'infini ces exemples. En fait, les travaux publics sont fondamentaux dans l'organisation de notre vie, de nos mobilités, de notre capacité à avoir de l'énergie, de l'eau, etc., etc. Donc c'est fondamental. Alors les travaux publics, de quoi parle-t-on? Notre chiffre d'affaires est décomposé en 60% sur des infrastructures de mobilité, 20% sur des infrastructures qui servent à amener l'énergie, électricité, gaz, 15% pour les fluides, l'eau, les réseaux chaleur ou froid, et 5% sur le numérique. C'est 40% de maintenance et 60% de travaux neufs. Les travaux publics, c'est 8000 entreprises et 300 000 collaborateurs. Nous sommes un très gros employeur. C'est un chiffre d'affaires en France de 40 milliards d'euros et un chiffre d'affaires international de 30 milliards d'euros. Nous sommes un très très gros exportateur et la filière des travaux publics est réellement une filière d'excellence à l'international pour la France. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire pour agir? Alors, pour agir sur des sujets un peu compliqués comme les émissions de gaz à effet de serre, le CO2 notamment, le premier objectif, c'est de se donner les moyens de mesurer. On n'est capable d'optimiser que ce qu'on sait mesurer. Parce que c'est ça qui permet de vérifier qu'on est sur la bonne voie, c'est ça qui permet de mesurer que la trajectoire que nous sommes fixée est atteinte ou qu'elle ne l'est pas, et prendre les dispositions correctives. La mesure est absolument essentielle. Et pour mesurer, nous avons fait appel à un acteur engagé, on peut presque dire un acteur militant de la cause du changement climatique, qui est Carbone 4. Pourquoi Carbone 4 ? Parce que chacun sait qu'il n'est pas complaisant et que pour ne pas tomber dans un certain nombre d'écueils, qui pourrait être celui du greenwashing dont on parle beaucoup, parce que le sujet du changement climatique est trop sérieux pour être caricaturé à travers des processus comme le greenwashing, on a préféré s'accompagner d'un acteur qui ne nous fasse pas de cadeaux, qui nous regarde sans complaisance et qui nous aide à réellement progresser sur cette voie que nous nous sommes fixés. Alors là, c'est un tableau qui est fondamental, qui est issu de nos travaux et qui montre l'empreinte carbone de la France. Globalement, la France émet chaque année 650 millions de tonnes de CO2. 650 millions de tonnes. Les infrastructures, du fait de leur construction, donc notre activité, mais du fait de leur usage, c'est 350 millions de tonnes. Donc c'est 54% des émissions de CO2 en France. Et l'activité des entreprises de travaux publics, le scope 1, le scope 2 et le scope 3 amont pour les amateurs de définition, ça pèse 24 millions de tonnes, c'est-à-dire 4% des émissions de carbone en France.
Alors on pourrait dire, oui, mais 24 millions de tonnes par rapport à 650, c'est rien du tout, vous n'êtes pas très important. Je crois que, avant tout, il faut mesurer que tout est important dans ce combat contre les émissions de gaz à effet de serre et que nos 4%, on va aussi s'en occuper, quand bien même on a envie de s'occuper des 50% liés à l'usage des infrastructures, parce que c'est ça qui nous permettra réellement de placer notre pays sur la bonne trajectoire. Donc mesurer, ça va aider à prendre des décisions ambitieuses pour respecter les engagements de la stratégie nationale bas carbone. Et les éléments que nous allons produire dans le débat public vont bien évidemment au-delà de la simple émission de gaz à effet de serre et vont porter sur d'autres enjeux écologiques comme l'artificialisation des sols, comme la biodiversité et comme la résilience des territoires face au changement climatique. On voit dans l'actualité à quel point ces différents sujets sont essentiels et prennent de plus en plus d'importance. En arrière, s'il vous plaît. Donc, les infrastructures, et là je parlais du scope 3 aval, 50% des émissions de CO2 en France liées à l'usage, et dans ces 50%, ces 50% se décomposent en 46% liés au transport et à la logistique, donc les activités routières, les activités ferroviaires, et 54% liés au transfert d'énergie, de fluide et au numérique. Alors maintenant, sur quel levier doit-on agir ? Alors déjà, sur l'acte de construire, il faut agir sur les 4%. Alors pourquoi agir sur les 4% qui peuvent sembler comme faibles, hein, on pourrait considérer que ce n'est pas la priorité, 4% encore une fois, c'est pas forcément grand-chose. Déjà, les travaux publics doivent prendre leur part d'effort national et quelque part inscrire la trajectoire des travaux publics en matière d'émissions de carbone dans la trajectoire nationale et fournir les mêmes efforts. On doit le faire parce qu'il y va de l'attractivité du secteur des travaux publics vis-à-vis de nos collaborateurs actuels, mais également de nos collaborateurs futurs. Nous sommes un très gros employeur, nous sommes un employeur qui emploie beaucoup de jeunes, et pour attirer ces jeunes vers nos métiers, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que d'inscrire notre action dans cette transition environnementale. Il faut faire cet effort parce que globalement, c'est ça qui va donner la crédibilité à notre action, à notre expertise en matière d'infrastructure. Et là, je parle de ce que nous pouvons amener dans le débat public au niveau de l'usage et notamment des 50% d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'usage des infrastructures. On va s'en occuper parce qu'il y va de la crédibilité de notre secteur à un moment où notre marché va évoluer considérablement avec les opportunités qui en découlent. Là, je parle de business, mais également les risques, parce qu'il peut y avoir des risques. Si on ne prend pas ce virage, je pense que notre profession peut être lourdement impactée par ces risques. Et donc, il faut anticiper, et pour anticiper, agir sur ces 4%. Alors, avec Carbone 4, on a mesuré notre empreinte, et puis on l'a décomposée dans un certain nombre de secteurs. Donc le scope 1, le scope 2, le scope 3, aval. Donc le scope 1 et 2, finalement, ce sont les énergies, le matériel, l'utilisation des sols. Ça pèse à peu près 28% de nos émissions de carbone. Donc 28% de 4%. Et le scope 3 aval, c'est les fournitures, le ciment, l'acier, les granulats, les bitumes. Et là, ce scope 3 aval pèse 72% des émissions de la profession des travaux publics. Donc on voit bien que nos 4% se décomposent très sommairement en 28% liés à notre activité, notre énergie, nos matériels, et 72% liés aux fournitures dont nous avons besoin pour réaliser les ouvrages qui sont les nôtres. Alors, par quel levier agir ? On a consulté 180 experts de la profession, qui sont des techniciens, qui sont des spécialistes de l'environnement, qui sont des chefs d'entreprise.
pour voir toutes les idées qu'on pouvait avoir pour diminuer l'empreinte carbone de la profession de travaux publics. Ça nous a permis de recueillir 144 idées. Aucune de ces idées n'est abandonnée, elles sont toutes valables, mais de façon à pouvoir mesurer la trajectoire dans laquelle on va inscrire notre profession, de façon à pouvoir se donner des priorités en matière d'action. On a d'abord commencé à consolider ces 144 idées en 25 solutions, et on a sélectionné les 8 solutions les plus impactantes, celles sur lesquelles nous devons porter tous nos efforts, parce que globalement, ce sont celles qui permettront d'aller le plus vite, le plus fort dans l'optimisation de nos émissions de carbone. On a mis ces différentes solutions dans un tableau avec le pouvoir décarbonant, mais également le champ d'application. Et chacune des solutions était positionnée sur ce tableau de façon à voir celles qui ont le champ d'application le plus large, mais également celles qui ont le pouvoir décarbonant le plus large. Je vais rapidement citer ces différentes solutions. Le retraitement en place des chaussées, la substitution des énergies, remplacer le gazole de nos machines et de nos engins de transport par des carburants plus propres, les liants hydrauliques et le béton bas carbone, avoir un ciment décarboné et un béton vert, le dimensionnement des engins pour avoir les engins les plus sobres possibles, puis la sobriété de l'utilisation de ces machines, donc une conduite propre et économe, les aciers bas carbone, les enrobés à froid ou à basse température, et le recyclage des enrobés. Donc vous voyez ces différentes solutions techniques qui en elles-mêmes comportent beaucoup plus de sous-solutions techniques, chacune étant développée, je reviendrai là-dessus, dans des fiches qui indiquent un certain nombre d'éléments visant à aider les entreprises dans leur trajectoire bas carbone. Et puis il y en a un qui est un peu original, et qui est pourtant absolument fondamental, qui est l'utilisation du numérique dans nos métiers. C'est probablement celui qui a le pouvoir décarbonant le plus fort et le champ d'application le plus étendu. Agir sur l'acte de construire, c'est donner des clés d'action aux entreprises de travaux publics. Vous avez noté qu'on a 8000 entreprises. Ces 8000 entreprises, il y a des très grandes entreprises, hein, il y a quasiment les 3 majors mondiaux, mais il y a également des toutes petites entreprises. Et c'est clair que notre parti pris, c'est de laisser personne sur le côté, parce que cette transition écologique, soit on la fera tous ensemble, soit quelque part on aura raté quelque chose. Donc il faut embarquer nos 8000 entreprises avec leurs forces et leurs faiblesses, pour ne laisser personne de côté. Pour ça, il faut identifier les leviers, écrire des modes d'emploi, et utiliser le potentiel numérique. Établir un mode d'emploi pour les 140 différentes solutions associées à un calculateur de CO2 pour que chaque entreprise puisse déterminer les meilleures solutions en termes de carbone vis-à-vis des ouvrages qu'il a réalisés et utiliser les 140 solutions. Lister pour chacune des 140 solutions techniques les obstacles à l'utilisation de ces solutions, parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles réglementaires et organisationnels, et là il va falloir qu'on aide nos entreprises à lever les obstacles réglementaires. La diapositive d'après, s'il vous plaît. Quelque part, il va falloir former le personnel des entreprises. Il va falloir, et puis c'est 8000 entreprises qu'il faut former, donc il faut former le personnel. Et puis c'est utiliser le potentiel du numérique. Alors le numérique, c'est un axe essentiel. Ça peut sembler étonnant comme ça, mais c'est un axe essentiel de la décarbonation pour plusieurs raisons. D'abord, le numérique, notamment à travers le BIM, les objets connectés, mais aussi l'intelligence artificielle, ça permet d'accroître l'efficacité de la conception et de la construction, en facilitant la communication entre les différents acteurs de notre branche. Il faut savoir que les acteurs qui pèsent sur un chantier sont nombreux. La communication est donc un véritable enjeu, et le numérique permet de faciliter cette communication, de la rendre efficace,
de faire en sorte que chacun puisse optimiser son action, travailler avec le dernier plan, s'assurer qu'on va réussir à faire bien du premier coup, plutôt que d'avoir à se tromper et à défaire ce qu'on a fait et puis à refaire ce qu'on a défait, ce qui est toujours extrêmement consommateur en finance, mais également en carbone. Et puis c'est quelque chose qui va permettre d'optimiser la maintenance. Je prends souvent une image qui est l'image de la voiture. Quand vous avez une voiture, aujourd'hui, le garagiste avec une mallette informatique est capable de dire les pannes qu'a rencontrées votre voiture, les incidents. On en est très loin pour les ouvrages, et pourtant on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et le fait d'optimiser la maintenance, et ça c'est grâce au numérique, et grâce au numérique connecté au BIM, qui permet d'avoir une modélisation numérique de l'ouvrage, de modéliser son fonctionnement et d'intégrer les données numériques collationnées par des objets connectés intégrés dans les ouvrages. Toute cette chaîne numérique permet d'optimiser la maintenance. Et ça, c'est très important parce que quand on optimise la maintenance, quelque part, on prolonge la durée de vie de l'ouvrage et on retarde l'obligation de renouveler cet ouvrage avec toutes les conséquences en termes d'émissions de carbone et en termes de dépenses financières qui en résultent. La maintenance, c'est vraiment quelque chose d'absolument clé et le numérique est une action fondamentale pour permettre l'optimisation de cette maintenance. Et puis si je devais aller jusqu'au bout, mais c'est un travail qu'on mène en ce moment, le fait de sécuriser la construction, le fait de sécuriser la conception, le fait de pouvoir optimiser et mieux suivre la maintenance, ça permet également d'optimiser les coefficients de sécurité qu'on prend sur les ouvrages que nous construisons. Et là, il y a un autre enjeu qui est absolument considérable. On parle souvent des eurocodes qui entraînent des surdimensionnements des ouvrages par rapport à ce qu'on avait coutume de faire il y a plusieurs dizaines d'années. Mais je pense qu'un véritable enjeu, c'est de revisiter les coefficients de sécurité que nous prenons grâce à la sécurisation de nos processus, grâce au numérique. Alors après, il faut agir sur l'usage des infrastructures. Nous sommes absolument convaincus que la transition écologique ne pourra se faire sans investir massivement dans de nouvelles infrastructures, sans organiser une transition des usages que nous faisons de ces infrastructures, sans organiser une maintenance repensée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Il faut faire une priorité d'action pour garantir notre capacité à transformer notre pays dans le cadre de la transition écologique. Et de notre point de vue, la réussite de la stratégie nationale bas carbone nécessite sur ces sujets-là de la méthode, mais surtout une vision stratégique, parce que nos enjeux sont des enjeux de long terme. Et actuellement, ce qu'on regrette un peu, c'est que les différents éléments du débat sont faussés par le fait que le court terme prend le pas sur le long terme, et je rappelle que nos enjeux sont des enjeux à long terme, qu'un certain nombre d'idées sont sur la table que nous jugeons inadaptés à la solution des problèmes qui sont ceux posés par l'usage des infrastructures. Et tout ça rend difficile l'établissement d'une stratégie cohérente, d'une stratégie efficace sur le long terme. Donc c'est fort de cette conviction qu'on a décidé de prendre part au débat et en étant bien évidemment force de proposition. Alors l'usage... Non, la diapositive d'avant. Les usages, c'est 50% des émissions de CO2 et il y a deux choses qui peuvent permettre d'améliorer l'usage, c'est l'entretien des infrastructures et la transformation des usages. Il faut savoir qu'un véhicule sur une route en mauvais état consomme entre 5 et 10% de plus qu'un le même véhicule sur une route en bon état. On mesure le progrès qu'on peut faire là-dessus. Et la transformation des usages est quelque chose qui est absolument considérable. Alors, pourquoi ça ? On parle souvent de la mobilité comme étant une liberté. Certes, c'est une liberté, et cette liberté, on y tient tous, et l'époque que nous traversons nous permet de mesurer à quel point la mobilité est une liberté essentielle. Mais c'est également un enjeu vital. Vous savez, quand je travaillais sur des chantiers, j'étais confronté à un certain nombre de personnes
qu'on voulait employer et qui étaient en phase de retour à l'emploi. Et ce que j'ai compris, c'est qu'un des principaux obstacles au retour à l'emploi, c'est pas forcément la compétence, c'est pas forcément le comportement, c'est la capacité à être mobile et à rejoindre le lieu de travail. Je considère que la mobilité est un enjeu vital pour les hommes, parce que c'est ce qui permet d'accéder à la formation, c'est ce qui permet d'accéder à l'emploi, c'est ce qui permet d'accéder à la vie. Et ça, on n'a pas le droit de le restreindre. Alors, pour développer les activités, les alternatives à l'usage des poids lourds, de la voiture, on a tendance à fiscaliser, à défiscaliser, à aménager au coup par coup, à crier haro sur la route, sans prendre en compte le fait que dans 10 ou 15 ans, les mobilités organisées, portées par les voitures ou les poids lourds sont majoritairement des mobilités décarbonées, parce que les énergies, les motorisations vont évoluer et vont de façon assez considérable se décarboner, soit par l'usage de véhicules électriques, soit par l'usage de véhicules hydrogène. Et donc, le point de vue qu'on peut avoir aujourd'hui sur un certain nombre de ces infrastructures va considérablement changer dans les années qui viennent du fait de l'évolution des énergies et des motorisations qui serviront à mouvoir ces véhicules. Et donc, l'émission des gaz à effet de serre, elle aussi, sera amenée à évoluer considérablement. Alors, on dit bien évidemment, il faut transformer la route, les équiper en bornes de recharge pour les véhicules électriques, en voies dédiées pour les transports publics, organiser des contournements des grandes villes pour fluidifier le trafic. Je reviendrai sur ce point précis. Comment imaginer qu'en 2050, une majorité des échanges ne continuera pas par se faire par la route, qui est le moyen le plus souple, le moyen indispensable pour les derniers kilomètres, d'acheminer les personnes, mais également les marchandises. C'est clair que la route sera et restera un enjeu essentiel. Et d'ailleurs, dans la stratégie nationale bas carbone, la route passe de 89% d'usage aujourd'hui à 85% en 2050. Donc on voit que même dans une stratégie nationale bas carbone, qui va forcément impacter le transport routier, le transport de personnes par la route, l'usage de la route restera quelque chose d'absolument fondamental. Et donc nous allons devoir de le transformer et de le décarboner. Mais ça suffit pas. Il faut également développer des alternatives. Vous avez été trop vite. Il faut également développer des alternatives. Il ne s'agit pas d'opposer les modes de transport, parce que ça serait vain, ça serait ridicule. Il faut simplement les rendre complémentaires. Il y a le rail, il y a le fluvial, il y a l'aérien. Donc beaucoup de modes de transport qui doivent trouver leur complémentarité. Et là, on voit un certain nombre d'obstacles. Nous devons doter notre pays d'une vraie politique fluviale. Le mode fluvial est particulièrement adapté au transport des matériaux pondéreux. Or, très souvent aujourd'hui, et on le constate dans notre pays, c'est l'infrastructure qui constitue le goulot d'étranglement d'un transport fluvial compétitif. Je rappelle que la France, en matière de transport fluvial, ne figure pas parmi les pays les plus compétitifs d'Europe, et que certains pays d'Europe centrale et d'Europe du Nord font beaucoup mieux que nous à ce niveau-là, alors même que le transport fluvial est un transport économique et potentiellement très compétitif, à condition de bénéficier des infrastructures cohérentes. Le fret ferroviaire, là le sujet est aujourd'hui complètement sur la table, c'est un sujet clé. Aujourd'hui, en France, on est en fret ferroviaire à environ 9% de l'ensemble du fret. L'Europe est à 17%. Donc vous voyez les progrès qu'on peut faire en matière de répartition des besoins de transport vers le fret ferroviaire, qui est là aussi un moyen de transport économique et compétitif. Mais pour autant, il faut réellement penser à libérer un certain nombre de contraintes, notamment au niveau des nœuds ferroviaires près des grandes villes, à libérer des sillons sur le réseau ferroviaire, parce que ce sont ces sujets qui limitent actuellement
l'usage du ferroviaire en France. On parle de l'aérien et des alternatives à l'aérien, mais le réseau TGV n'est probablement pas complètement terminé aujourd'hui, et quand on sait que Toulouse est à plus de 4h30 en train de Paris, alors que en construisant Bordeaux-Toulouse, on mettrait Toulouse à 3 heures de Paris, ce qui permettrait de transformer l'usage de l'avion pour faire Toulouse-Paris en usage par le train. Quand on rappelle qu'un passager en avion a besoin de 130 kg de CO2 pour faire Toulouse-Paris et de 4 kg en TGV, on voit l'intérêt de construire ce type d'infrastructure alternative au transport aérien. Il en est de même pour Marseille-Nice, qui peut constituer une alternative à Nice-Paris en avion. Et on pourra citer les exemples et les étendre au niveau de l'Europe, où un certain nombre de lignes TGV en Europe permettraient d'économiser là aussi du transport aérien et garder le transport aérien là où il est réellement utile, c'est-à-dire les longues distances. Une politique de la voiture en ville. On parle de zones à faible émission qui seront bientôt obligatoires dans les villes les plus importantes. Mais pour autant, est-ce qu'on se donne les moyens de repenser l'organisation de notre ville, d'organiser les mobilités alternatives dans nos villes, de repenser l'urbanisme? Il y a là des vrais sujets pour éviter que les zones à faible émission soient des sujets subis qui gênent les commerçants, qui gênent les habitants, qui gênent les entreprises et qui quelque part rendent la vie en ville plus contrainte qu'elle ne l'est aujourd'hui, alors même que en repensant l'urbanisme, en repensant les mobilités douces en ville, je pense que les zones à faible émission constituent une opportunité formidable qui nous permettra par ailleurs d'économiser tout ou partie des 50 000 morts liés à la pollution de l'air, notamment dans nos villes. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets lourds, qui sont des sujets qui conduisent à repenser l'usage que nous faisons des différents modes d'infrastructure, à repenser l'organisation de nos mobilités, et je pense que ces sujets sont absolument fondamentaux pour notre futur. Alors après, quel plan d'investissement dans les infrastructures pour décarboner la France ? On pourrait tenir le même raisonnement que celui que j'ai tenu sur les mobilités, sur l'énergie, sur les réseaux et sur toutes les infrastructures de travaux publics. Et c'est ça qui guide notre démarche. Si on veut atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, quel doit être le plan d'investissement des pouvoirs publics pour les nouvelles infrastructures vertes ? Quelle doit être l'organisation des mobilités en fonction des modes de transport pour la conversion environnementale? Quelle doit être la programmation d'une maintenance efficiente qui permet d'avoir des infrastructures modernes, économes en carbone, mais également des infrastructures durables, qu'on ne soit pas obligé de renouveler trop souvent? C'est pour ça qu'on a confié à Carbone 4 et à l'OFCE un établissement de différents scénarios d'investissement en infrastructure à l'horizon 2030 et 2050, autour des objectifs, une maintenance optimisée. C'est fondamental, c'est ce qui permet d'économiser du carburant pour les véhicules qui empruntent les infrastructures, mais c'est également ce qui permet de prolonger les ouvrages. Le dimensionnement des besoins d'investissement dans les infrastructures dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. Donc c'est l'organisation des mobilités bas carbone, c'est la transition des infrastructures, c'est la production d'énergie décarbonée. La restauration des territoires artificialisés. On sait que à l'horizon 2050, l'artificialisation nette devra être égale à 0. Ce sujet est un vrai sujet, parce que autour de nos villes, il y a des friches industrielles qui opèrent l'organisation de nos villes, qui sont des terres perdues, qui peuvent être réutilisées soit pour constituer des puits de carbone, soit pour constituer des zones d'habitat. Et il y a là un véritable enjeu de renaturalisation d'un certain nombre de friches industrielles qui aujourd'hui sont enverrues dans notre territoire. Et de résilience des territoires aux aléas climatiques,
je parle des traits de côte, je parle de lutter contre les inondations, mais je parle aussi d'anticiper les sécheresses qui peuvent conduire la biodiversité à souffrir de façon considérable, parce que la sécheresse tue la biodiversité dans les zones humides et dans les cours d'eau. Donc il y a là de vrais enjeux, et autour de ces 4 grands thèmes, maintenance, réduction, restauration, résilience des territoires, nous avons l'ambition de proposer un plan d'investissement dans les infrastructures. Alors, comme il ne suffit pas d'avoir des grandes idées, notre idée est également de recenser 1000 projets. 1000 projets autour des grands thèmes que je viens de citer, parce que nous, dans les travaux publics, on aime bien être concret, et que derrière toutes les grandes idées que j'ai pu citer, il y a beaucoup de projets dans les territoires, et c'est important de les lister pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut montrer, à travers un certain nombre de projets plus ou moins emblématiques, mais nécessaires, qu'il y a une réalité derrière les concepts. Parce que c'est important de démontrer à certains leaders de territoire, à certaines autorités publiques de territoire, que d'autres territoires ont peut-être d'autres idées, et que de participer à augmenter l'émulation qui peut exister au sein des différents territoires, et augmenter la créativité qui est celle de nos acteurs publics. Parce que chaque entreprise TP doit être persuadée que derrière cette action pour la transition écologique du secteur des travaux publics, il y a également des travaux, qu'il y a des projets, parce que c'est en étant un peu positif qu'on permettra de progresser et de mettre tout le monde dans l'axe de façon à avancer ensemble sur la trajectoire que nous souhaitons nous fixer. Et là-dedans, les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle dans l'organisation de la commande publique, dans la fixation des règles techniques, dont certaines constituent aujourd'hui des obstacles à la décarbonation de nos métiers, mais également dans l'adaptation des politiques publiques en matière d'infrastructure. Alors vous l'avez compris, là, ce dont on parle, c'est l'établissement d'un véritable New Deal en matière d'infrastructure, de construction d'infrastructures, mais également d'usage d'infrastructures. On est résolument engagé dans la voie de la transition écologique avec un réel volontarisme, mais également avec un réel pragmatisme, qui est une des caractéristiques de nos métiers. On est prêt à s'organiser, à former nos 8000 entreprises, à former les collaborateurs de nos 8000 entreprises. On est prêt à les aider dans la direction de cette trajectoire écologique que nous souhaitons nous fixer. Et on attend aujourd'hui des pouvoirs publics de définir un cadre clair sur ce sujet fondamental des mobilités, de l'usage des énergies, des fluides et du numérique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je veux dire, je suis impressionné par cet exposé. Je vois l'ingénieur que vous êtes, c'est vraiment très précis, 144 000 projets, etc. Et tout ça, c'est tout à fait rationnel et impressionnant. Et je trouve d'ailleurs assez courageux de la part de la fédération, à la fois de séparer l'acte de construire, ce que vos métiers émettent, et puis ce que les autres vont faire de vos constructions. Ça, c'est assez courageux quand même de faire ça. C'est un peu comme si le pipeline ou l'oléoduc dit je suis responsable de tous les gens qui vont consommer mon pétrole. C'est quand même extraordinaire. Donc ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Je note quand même qu'il y a un peu, enfin, de mon point de vue, vous dites qu'il faut faire beaucoup de choses, y compris des choses qui pour l'instant sont quand même très controversées, les contournements de ville, des choses de ce genre-là. Il y a quand même pas mal de débats là-dessus, de la même manière que pour l'eau par exemple, est-ce qu'il faut faire des retenues nouvelles, comment, etc. Il y a quand même des besoins réels et des difficultés à négocier, travailler avec toutes ces associations. Et évidemment, pour un défenseur de l'environnement, l'infrastructure principale, c'est la nature. Et c'est ça qui est quand même formidable. Tout à l'heure, on a parlé de cet oiseau que vous avez protégé dans cette voie nouvelle. Vos métiers deviennent de plus en plus compliqués. Il faut des biologistes, il faut des écologues, il faut des sociologues pour savoir. Et ça, c'est tout à fait intéressant.
je vais laisser donc. Moi, j'ai quelques idées d'infrastructures que vous n'avez pas mentionnées. Donc, on pourra voir ça à la fin. Mais d'abord, place aux questions, parce que manifestement, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par votre exposé. Merci encore. Alors, feuille de route, oui, c'est une feuille de route qui est ambitieuse. Et je pense que le plan de relance européen permettra de dégager les sommes qui permettent de poursuivre l'investissement en matière d'infrastructure, pour autant que ces investissements soient fléchés vers la transition écologique. Et c'est probablement ce qui est fondamental. Et c'est une des raisons pour laquelle on s'inscrit complètement là-dedans. C'est que globalement, à la fois, on a le sentiment que c'est vital pour l'image que nos 300 000 collaborateurs ont d'eux-mêmes et ont de notre métier, vital pour l'image que la jeunesse a de notre métier, mais c'est également vital pour nos 8000 entreprises qui trouvent leur activité dans ces investissements. Et c'est vital pour la planète, parce que si on ne s'inscrit pas dans la transition écologique, globalement, on aura tôt ou tard des problèmes par rapport auxquels ce que nous vivons en ce moment en matière de situation sanitaire apparaîtra rapidement comme des choses qui finalement n'étaient pas si désagréables que ça. Donc je crois qu'on est complètement inscrit là-dedans, et il faut flécher l'investissement vers la transition écologique. C'est ça qui est très important. Il faut savoir que les sujets sont exactement les mêmes que pour les poids lourds et puis pour les voitures, avec des évolutions dans les motorisations et dans l'utilisation des énergies qui connaissent les mêmes trajectoires que dans l'utilisation des voitures et des poids lourds. Et on peut très bien imaginer que demain, les engins de chantier sur nos chantiers de travaux publics auront des piles à combustible et seront approvisionnés en hydrogène plutôt qu'en gazole. On a aujourd'hui des machines électriques, on a un certain nombre de biocarburants, et ce qui est important, il y a quelque chose qui est très important là-dedans, c'est qu'il faut savoir que le cycle de vie d'un engin de travaux publics, c'est au moins 10 ans. C'est ce qu'il faut pour rentabiliser un investissement en matière de matériel de travaux publics. Et donc nous travaillons en ce moment pour voir quelles vont être les tendances, les ruptures, à différents horizons, de façon à guider nos entreprises dans l'investissement qui doit être le leur en matière de matériel, de façon à éviter les erreurs lourdes en matière d'investissement et à prendre ce cap. Je crois que c'est quelque chose que personne ne conteste, c'est que l'investissement dans les infrastructures est contributif en matière d'emploi et de richesse. Et pour citer quelques chiffres, on dit qu'un point de PIB investi dans les infrastructures, c'est environ 300 000 emplois pendant 5 ans. Et qu'un point de PIB investi dans les infrastructures, ça génère un peu plus d'1 euro en matière de ressources fiscales, ce qui permet de rembourser les dettes. Donc l'investissement dans l'infrastructure est typiquement un investissement de relance. Dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, je pense que c'est forcément un investissement qui sera fléché vers la transition écologique. Nous, on va s'inscrire comme force de proposition. On va faire des propositions en matière d'infrastructure, et je pense que les contournements routiers des grandes villes participent à la transition écologique. Je pourrais y revenir un peu plus en détail, mais pas que, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et quelque part, ce que nous souhaitons, c'est que le débat soit acquis par les pouvoirs publics, et qu'il nous accompagne dans cet effort qui consiste à mettre les sujets sur la table. Alors, je vais quand même citer un peu celui des contournements routiers. Parce qu'il y a un certain nombre de débats autour d'un certain nombre de contournements routiers.
on a deux possibilités. Faire passer les circulations dans les villes, ou faire passer les circulations qui n'ont pas vocation à se diriger vers la ville elle-même, à l'extérieur de la ville. Je pense que toutes les études montrent qu'il n'y a pas plus polluant qu'un véhicule à énergie thermique qui va doucement parce qu'il circule en ville et dans des milieux embouteillés. Et en plus, ça pollue dans des villes qui sont des lieux d'habitat. Et en plus, globalement, quand on fait un contournement routier, on peut réaménager la ville autour de mobilités douces, plutôt que de consacrer les axes de la ville à des mobilités lourdes qui n'ont pas vocation à s'arrêter dans la ville. Donc je pense que les contournements routiers ont beaucoup d'avantages en termes de diminution des consommations de carburants fossiles, de production et d'émissions de CO2, de pollution et de désagréments pour les riverains. Après, les contournements routiers, ça a des inconvénients, mais qui sont largement modulés par les réglementations actuelles. Deux réglementations que je rappelle, c'est que on va vers une diminution de l'artificialisation des sols, avec un objectif zéro artificialisation nette en 2050, mais une diminution très nette qui est actée dès 2030. Et donc, quelque part, construire ce contournement routier, ça imposera, tôt ou tard, de renaturaliser des sols. Construire un comportement routier, avec la mise en action du principe en matière environnementale, éviter, réduire, compenser, ça permet de financer des mesures compensatoires aux sols qui ont été occupés par les infrastructures, et parfois, et c'est une expérience que j'ai, de réintroduire des espèces qui étaient menacées, de réhabiliter des espaces naturels qui étaient abîmés. Et là, quelque part, nos entreprises de travaux publics qui font un effort important pour devenir, pour certaines d'entre elles, des entreprises de génie écologique, acquièrent des compétences tout à fait exceptionnelles dans la capacité à renaturaliser des sites qui ont été abîmés par l'activité humaine. Et ça, je crois qu'il faut le dire, il faut en être fier, parce que globalement, ces ouvrages sont à la fois des ouvrages qui permettent de mieux vivre la ville, mais également, parfois, quand on fait bien le travail, de renaturaliser des zones qui ont été abîmées par l'activité humaine. L'objet, c'est d'augmenter la durée de vie de nos ouvrages et d'en augmenter le confort d'utilisation. Je vais prendre une analogie avec l'industrie automobile, qui est une analogie que j'aime beaucoup parce que l'industrie automobile a fait énormément de progrès là-dessus. Il y a 20 ans ou 30 ans, je ne suis pas spécialiste automobile, pardon, mais pour avoir une voiture qui faisait 100 chevaux, il fallait un moteur de 2,5 litres essence qui consommait 12 litres. Et puis qui était entretenu par un mécanicien spécialisé de mécanique parce que c'était difficile à maintenir. Aujourd'hui, vous avez la même puissance avec un moteur entre 1 litre et 1,5 litre, qui va consommer de l'ordre de 7 litres. Et la maintenance se fait à l'aide d'une valise électronique qui permet d'avoir toutes les données de fonctionnement de la voiture. L'industrie automobile a beaucoup d'avance par rapport à nous. Et parce que globalement, ils ont fait du downsizing, ils ont diminué le dimensionnement de leurs outils, des voitures, tout en conservant le même confort d'utilisation, en abaissant de façon significative les consommations, et avec une maintenance qui permet une fiabilité largement accrue. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous les outils, avec les objets connectés, avec l'intelligence artificielle, avec les drones, avec les lidars, qui sont des outils qui permettent d'avoir une vision géométrique de l'ouvrage, pour opérer un diagnostic précis et fiable des ouvrages, et donc choisir la bonne stratégie de maintenance. C'est vrai pour les ouvrages nouveaux, mais c'est également vrai pour les ouvrages anciens. Et on peut très bien incorporer dans les ouvrages anciens
des objets connectés qui permettent de détecter les fragilités de l'ouvrage, détecter les charges qui ont emprunté l'ouvrage, et donc orienter la politique de maintenance. Ça, c'est vrai aussi bien sur les ouvrages anciens que les ouvrages nouveaux. Par contre, ça demande un effort, mais un effort qui a sa rentabilité. L'effort, c'est qu'il faut équiper les ouvrages anciens et les repenser. Alors, on n'y est peut-être pas tout à fait, mais on va quand même dans ce sens, puisque quelque chose qui n'existait pas avant est en train d'être créé, qui est le carnet de maintenance des différents ouvrages d'art en France. Il faut savoir qu'il y a environ 10 000 ouvrages d'art aujourd'hui en France qui ont des pathologies qui mettent la vie de l'ouvrage en péril. Donc c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Et face à ce sujet-là, on équipe les ouvrages de carnets de maintenance qui vont permettre de vivre la vie de l'ouvrage, d'en avoir une trace. C'est un premier pas, de mon point de vue, vers l'établissement d'une politique de maintenance. On a beaucoup mieux à faire grâce à l'utilisation du numérique, et je pense que tôt ou tard, il faudra y arriver. Aujourd'hui, on a un certain nombre de thèmes de recherche à la fédération, mais également dans une association qui est une association partenariale entre l'État et les entreprises qui s'appelle l'IREX, autour de l'économie circulaire, le recyclage des enrobés, le recyclage des granulats de béton. Faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une réglementation qui interdit d'utiliser des granulats de béton recyclés dans les bétons de performance. Ce qui est quand même assez paradoxal aujourd'hui. Nous avons un thème de recherche qui préconise une approche performantielle du béton. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, ce n'est pas une formule qualitative. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des agrégats de béton recyclés dans du béton performant. Mais une formule quantitative, vous devez faire la démonstration que le béton qui intègre des agrégats de béton recyclés est performant. Ce qui est totalement différent et qui ouvre la voie au recyclage effectif des granulats de béton. Et dans le même temps, on travaille sur l'utilisation des granulats de béton pour décarboner un certain nombre de choses. Parce que quand vous avez des granulats de béton recyclés, il faut savoir que quand vous fabriquez du ciment, il y a à peu près la moitié du CO2 qui est produit par la fabrication du ciment qui vient de l'énergie qui a été consacrée à cuire la roche pour en faire du ciment, et l'autre moitié qui vient du CO2 qui s'échappe de la roche pour faire du ciment. Et dans les agrégats de béton recyclé, vous avez du ciment autour qui a été décarboné, mais qui constitue de fait un piège à carbone. Et aujourd'hui, une innovation sur laquelle on travaille avec les cimentiers, c'est faire passer les flux d'air après la cuisson de la roche, donc qui sont lourds, chargés en gaz carbonique, à travers un lit de granulats de béton recyclé, ce granulat de béton recyclé capturant une partie du CO2 produit. Et on arrive à baisser significativement au stade expérimental, ce n'est pas encore un stade industriel, les émissions de CO2 dans les cimenteries grâce à ce procédé. Donc vous voyez, les économies circulaires, on y travaille énormément. Un autre projet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, c'est le multi-recyclage des enrobés. Il faut savoir que pour refaire une route, on commence par raboter la route, les enrobés, et puis traditionnellement on les jetait, mais on les jette de moins en moins. Et aujourd'hui on les recycle de plus en plus. Et il y a là un axe majeur qui consiste à les recycler de plus en plus, et même plusieurs fois. Et donc on est en train de mesurer et de proposer des procédés qui permettent non seulement de recycler plusieurs fois les agrégats d'enrobés, mais en plus de le faire avec ce qu'on appelle des enrobés tièdes, c'est-à-dire en les réchauffant moins, ce qui permet d'économiser du carburant lié à l'élévation en température des roches. Donc beaucoup de travaux là-dessus. Tout ceci était absolument passionnant. J'ai été ministre pendant longtemps. Je me souviens très bien qu'il y avait une difficulté. Chaque donneur d'ordre, l'électricité, le gaz, la route, voulait sa vallée pyrénéenne pour passer. Et moi, je voulais que tous prennent la même vallée. Et quand j'ai été maire, c'était pareil.
quand il fallait faire des travaux pour faire passer le gaz ou l'électricité, à chaque fois, il fallait faire un trou. Alors, mes administrés me disaient, mais vous ne pouvez pas faire un seul trou et mettre tout en même temps. Ah non, c'est pas possible parce que EDF ou Gaz de France, ils n'ont pas le même calendrier, c'est comme ça, c'est impossible. Et donc, une des difficultés, à mon avis, c'est est-ce que vous pouvez, dans votre feuille de route, prévoir que les infrastructures occupent le moins de place possible parce que les différents fluides, les différentes sources d'énergie puissent emprunter le même chemin. Bien sûr, et c'est un axe fondamental, mais c'est un axe qui nécessite, pour le réussir, une vision de l'aménagement du territoire. Et quelque chose qu'on a abandonné dans le temps, c'est des organismes comme le commissariat au plan, comme la DATAR. Alors ça réapparaît petit à petit, mais qui permettait de donner une vision d'orientation stratégique de l'aménagement du territoire, qui après peut se décliner au niveau des projets et au niveau local. Je pense qu'on n'a pas suffisamment, au niveau national, puis après au niveau local, une vision d'orientation à moyen et long terme de nos besoins en infrastructures de tout type. Et que c'est vital pour arriver à procéder aux optimisations que vous appelez de vos voeux. Parce que si on ne le fait pas, globalement, on en arrive effectivement à faire passer d'abord l'électricité, puis après la fibre, puis après l'eau, puis après le gaz, et puis on refait un trou à chaque fois, et puis comme on refait un trou à chaque fois, on refait la route à chaque fois, et puis à la fin, c'est beaucoup d'argent dépensé, beaucoup de carbone de produit. La planification de ces travaux à moyen et long terme permet de mieux penser à ces travaux-là. Encore faut-il s'en donner les moyens. D'accord. Alors ça, c'est précisément les pouvoirs publics. Alors, exactement. Ouais, c'est là qu'on a besoin de leur aide, quoi. Ouais. C'est là qu'on a besoin d'une vision à moyen et long terme de l'aménagement du territoire, de l'organisation de nos infrastructures, qui permettent après de décliner les projets dans le cadre de cette trajectoire et de le faire intelligemment. Oui, le bois est utilisé de plus en plus dans nos travaux, mais je pense que le béton gardera une place et une priorité, et là, en matière de R&D, il y a beaucoup à faire, c'est d'arriver à des bétons bas carbone. C'est un sujet prioritaire de recherche qui est compliqué, parce que le ciment, par nature, c'est une roche cuite, une roche qui a été décarbonée, donc c'est très fortement émetteur de carbone. Je pense que c'est un passage obligé que d'arriver à améliorer le béton en tant qu'émetteur de carbone. Je ne souhaitais pas vous mettre en indélicatesse. Mais je ne suis pas du tout en indélicatesse, c'est simplement un sujet que nous avons à traiter et à faire intelligemment. Il faut se regarder dans le fond des yeux quand on a un sujet. Le béton est nécessaire à beaucoup d'ouvrages de construction. Le bois ne remplacera jamais le béton. Le bois peut remplacer le béton dans certains usages, pas pour tous les usages. Et donc, un enjeu, c'est de décarboner le béton. Probablement pas complètement, mais arriver à des bétons bas carbone. Non, je n'ai pas fait de bilan global. Oui, le ferroviaire occupe de l'espace. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de friches industrielles qui occupent de l'espace et qui ne servent à rien. Construire une ligne ferroviaire entre Bordeaux et Toulouse qu'on compense par la renaturisation de friches qui aujourd'hui ne servent à rien, c'est pas forcément un mauvais investissement, si ça permet d'économiser des trajets aériens entre Paris et Toulouse. Je veux dire, là ce sont typiquement des problèmes qu'il faut poser. Il faut évaluer les projets avec toutes leurs composantes et ne pas s'arrêter au concept les infrastructures terrestres mangent de l'espace et donc il faut passer en aérien. Vous savez, il y a un sujet typique que j'aime beaucoup, moi, c'est le sujet de l'énergie. On dit qu'il faut arrêter les énergies fossiles, donc le charbon et le gaz pour produire de l'électricité. Il faut arrêter le nucléaire parce que ça produit des déchets.
Et puis l'éolien, c'est pas beau parce que ça abîme les paysages, et puis il y a des fondations qui sont lourdes et qui abîment le sous-sol. Et puis le solaire, ça consomme de l'espace, donc on n'en veut pas. Et puis dans le même temps, on veut plus de voitures électriques parce qu'il faut décarboner la circulation routière. Et à la fin, on se regarde dans le fond des yeux et puis on pose l'équation. J'ai plus de gaz, j'ai plus de charbon, j'ai plus de nucléaire, j'ai pas de solaire, j'ai pas d'éolien. Plus de béton. Et j'ai plus de voitures électriques. Donc il y a un moment où il faut arriver à dépasser le stade de nos contradictions et définir une trajectoire. Comme toute trajectoire, elle a des inconvénients, mais elle a également des avantages. Et donc il faut faire la bascule de tout ça. Mais les injonctions contradictoires, oui. Où on va prendre une ligne dans un livre de 300 pages et expliquer que cette ligne-là, elle a des inconvénients forts, et donc on va mettre le bouquin de 300 pages au feu, alors qu'il avait des tas de qualités par ailleurs, et que la phrase était sortie de son contexte pour les interprétations. Je veux dire, ça on sait tous le faire, mais je ne suis pas sûr que ça mène très très loin en matière de politique nationale. Je vais juste défendre un peu l'aviation, qui nous explique en effet que le fait d'aller par les airs évite des tas d'infrastructures terrestres, parce que vous avez dit fort justement que pour l'usage de vos infrastructures, les véhicules vont changer, vont devenir propres, mais les avions, vous savez, quand c'est des petites lignes, deviennent électriques. Vous avez maintenant en Suède des avions électriques pour des petites distances. Donc si vous voulez, tout change. Et donc si vous voulez, le calcul des coûts, du bilan, avantages, etc., est très difficile à faire. Et une partie de ce que vous dites sur la maintenance, je partage totalement. Je pense qu'une grande partie de l'économie sera une économie de la maintenance désormais, si je puis dire. Mais quand même, il y a un moment donné, peut-être qu'il faut démonter les choses. Peut-être que ça va tellement vite le changement climatique, ça va tellement vite le changement même des aspirations de nos concitoyens, que peut-être qu'il faut être prêt à démonter rapidement une infrastructure. Enfin, il y a des tas de choses de ce genre-là qui sont très intéressantes. Vous m'en aviez parlé naguère, je me souviens, en disant qu'il y avait une nouvelle manière de construire, quelque chose qui peut se démonter plus vite ou changer assez rapidement. Effectivement, il faut savoir démonter des infrastructures qui n'ont plus d'usage parce qu'elles sont dépassées, et pas garder des zones artificialisées qui n'ont plus d'utilité. Et à ce moment-là, savoir recycler à la fois les matériaux qui ont été utilisés pour la construction de ces infrastructures, mais également le sol qui était utilisé par ces infrastructures. Donc l'industrie du recyclage, et pas seulement l'industrie du recyclage des matériaux, mais également l'industrie du recyclage du sol, ce qu'on appelle la renaturalisation, vont devenir des enjeux importants. Non, pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, le contournement routier qui permet aux véhicules de rouler à leur vitesse économique est bien, mais il amène autre chose. Il amène le désengorgement des villes, des poids lourds qui circulent. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Rouen, ou Oui. vous connaissez Rouen, vous voyez le nombre de poids lourds qui passent à Rouen. Est-ce que ça donne envie de voir autant de poids lourds passer au milieu d'une ville? Non. Est-ce qu'il y a mieux à faire des infrastructures qui sont consacrées au passage des poids lourds dans le centre de Rouen? Est-ce qu'il n'y a pas là matière à organiser des mobilités douces qui permettront aux Rouennais de mieux profiter de leur ville dans un contexte dépollué? Je vais être très franc, aujourd'hui je n'ai pas la réponse. Et on est en train de la fixer. Mais pour ça, il faut d'abord faire un travail qui est un travail de compréhension de l'évolution des motorisations et des modes d'énergie. Et d'essayer de comprendre quelles sont les ruptures technologiques qui vont se produire dans les années qui viennent pour essayer de les anticiper au maximum. C'est clair qu'on a un virage, les uns et les autres, et qu'on a un vrai besoin de voir clair sur les futures consommations en matière de matériel d'automobile.
D'abord, il y a un message à faire passer, c'est que faut être lucide, c'est un impératif. Je pense qu'on n'a pas le choix. Si on ne traite pas le problème climatique, on va vraiment au-devant de sujets très compliqués pour nos sociétés et pour notre planète. Donc on n'a pas le choix. Après, je considère que c'est une opportunité formidable pour nos entreprises. Pour autant qu'elles prennent le virage de la transition écologique. Et je peux vous raconter mon expérience personnelle. Moi, il y a 30 ans, j'ai embauché ce qui à l'époque était le premier responsable environnement dans une entreprise de droit public. Et je me rappelle, c'était un responsable d'association, parce qu'on n'en trouvait pas sur le marché du travail. Donc on avait embauché un responsable d'association. Et puis, nous avons accompagnés dans l'établissement de processus environnementaux qui permettaient de mieux travailler. Et puis après, grâce à ça, on a muté notre activité vers de plus en plus d'activités liées à l'environnement, du génie écologique, de la réhabilitation d'espaces. Et finalement, ce qui aurait pu être pris comme une contrainte devient une opportunité en matière de business. C'est-à-dire qu'il faut pas voir que les contraintes et les risques dans notre existence économique. Il faut voir également les opportunités qui s'ouvrent à nous. J'ai la conviction que si notre branche aborde la transition écologique d'une façon résolue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du greenwashing, pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut proposer des solutions qui ne sont pas des solutions de restriction, mais des solutions d'économie. Et la différence est de taille. Dans un cas, on arrête de consommer ce qui n'est pas forcément nécessaire, et dans l'autre cas, on coupe même ce qui est nécessaire. Et je pense que les techniques nous permettent de ne couper que ce qui n'est pas nécessaire. Globalement, je suis convaincu que la transition écologique est une opportunité pour nos entreprises de travaux publics. Si elle est liée au recyclage des matériaux, il faut savoir que notre industrie a aujourd'hui, c'est-à-dire je ne parle pas de ce qui va se passer demain, mais à aujourd'hui est un très grand recycleur, puisque nous recyclons plus de 80% des matériaux inertes qui transitent sur nos chantiers. Oui, mais effectivement, le point d'interrogation est plutôt sur GES. Alors sur GES, les efforts à faire sur le Grand Paris sont les mêmes que dans le reste de la profession. Est-ce que, à ce moment-là, ce 5G est une infrastructure que vous estimez nécessaire? Si je dois donner mon intuition, l'apport du numérique dans nos métiers compense largement la production de gaz à effet de serre liée à l'augmentation de l'utilisation numérique. Le 5G étant beaucoup plus efficace en termes de consommation énergétique que le 4G d'ailleurs, il faut quand même le noter. Mais l'information que je peux donner, c'est que comme on ne se satisfait pas de cette réponse, de la confiance en notre intuition, on a décidé de chiffrer le bilan carbone lié à l'utilisation du numérique tel qu'on pouvait la projeter dans nos métiers, avec d'un côté les émissions liées à l'utilisation du numérique, et il y en a, et de l'autre côté les économies liées à l'utilisation du numérique. Mais là, il y a un sujet sur le numérique qui me semble important, c'est que sauf erreur de ma part, la plus grande partie des émissions liées au numérique est liée à l'obsolescence programmée du matériel Le data center, et à l'obsolescence programmée des logiciels. Et quelque part, il y a là aussi un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons agir et nos pouvoirs publics doivent agir, qui est la fin ou la limitation ou l'interdiction, je ne sais pas quoi dire, de ces obsolescences à la fois en matière de logiciels et en matière de matériel. Okay. C'est pas normal que nous ayons à changer tous les ans ou tous les 2 ans de terminal de smartphone. Je peux que m'associer au c'est dommage. Dans les travaux publics, on a 8000 entreprises.
Et je ne suis pas à parier qu'on a aussi des problèmes d'entreprises qui jettent leurs déchets inertes. On fait un effort énorme parce que 80% des déchets inertes dans la branche du travail public sont recyclés. Hein. Je vais dire recyclés. Ce qui est différent de retraiter en décharge autorisée. Donc là, 80% recyclés. Je suis prêt à parier qu'on a bien évidemment ici et là des entorses à la règle. Je voudrais dire deux choses. D'abord, nous nous battons pour que ce ne soit pas le cas, bien évidemment. La deuxième chose, c'est que il y a une vraie difficulté qui est la disponibilité de décharges pour matériaux inertes sur le territoire. On veut tous que tous les matériaux aillent en décharge, et c'est normal, ça doit être la règle, mais personne ne veut avoir de décharge sur sa commune. Et globalement, il y a un moment où là aussi, on en arrive à des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que je ne voudrais pas pardonner ce qui est impardonnable, c'est pas mon esprit. Mais globalement, il faut comprendre qu'il y a des fois où il n'y a pas de décharge à proximité. Et globalement, on devrait avoir ce type de décharge d'outils. Et ce n'est pas une excuse, hein, c'est simplement un problème que je pose. Il y a une question avant, c'est est-ce que l'hydrogène est réellement l'énergie du futur ? Et moi aujourd'hui, ça, j'ai pas encore la réponse. Si on parle d'hydrogène gris, je suis pas sûr que ça mène beaucoup en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Si on parle d'hydrogène vert, aujourd'hui, il n'y a pas encore eu la rupture technologique qui permet de faire que cette énergie soit complètement rentable. Si je donne mon intuition, je suis confiant que nous arriverons à la trouver. Après, l'hydrogène, c'est un gaz complexe, très léger, très inflammable, très explosif. Donc, c'est clair que ça nécessitera des vraies infrastructures. Mais ça sera notre métier que de les construire le jour où ça arrivera. À mon avis, il y a encore un peu de travail avant d'y arriver. Je crois que le mouvement est engagé partout. Et c'est quelque chose qui donne confiance dans notre avenir, parce que le mouvement est engagé partout. Un vrai sujet qui va se poser à l'Europe, et qu'à mon avis, seule l'Europe a le moyen de traiter, c'est le problème des fuites de CO2. Je m'explique. Plutôt que de produire du CO2 en Europe, on exporte nos cimenteries à l'extérieur de l'Europe, ou nos aciéries. Oui, la taxe carbone aux frontières. Injustement. Et je pense que seule l'Europe, en tout cas je ne vois pas la France pouvoir le faire seule l'Europe a les moyens de bâtir un mécanisme de taxe carbone à la frontière, donc à la frontière européenne, qui permette de traiter ces sujets et de ne pas se bander les yeux en exportant à l'extérieur de nos territoires ce que nous ne voulons pas voir produire chez nous. Parce qu'il y a un point dont je suis à peu près convaincu, c'est que le carbone, lui, n'a pas de frontières. C'est-à-dire que ce qui est produit ailleurs se retrouvera tôt ou tard chez nous, quand bien même il a été produit ailleurs. Je pense que vous nous avez largement convaincus à la fois des efforts que vous faites et des perspectives quand même tout à fait réconfortantes ou encourageantes que vous avez tracées. Vous avez dit, et c'est ça qui est important, que tout ceci réclame un effort de long terme. Et évidemment, le long terme dans nos pays s'oppose au rythme de plus en plus rapide de l'actualité ou de la politique ou même de la rentabilité trimestrielle, etc. Donc, si vous voulez, c'est un effort difficile qui réclame évidemment la participation du politique. Hein, autrement, on n'y arrivera pas. Ce que vous avez dit, il y a toujours des petits points. Moi, le petit point que je ferai, c'est que on ne peut pas considérer la nature comme totalement identique partout. Et quand vous dites qu'il y a des mesures compensatoires ou tel contournement de ville, moi je pense qu'il y a d'abord le génie du lieu. Et le génie du lieu est toujours différent. Et donc il y a à chaque fois, c'est ce que vous avez même dit à la fin, vous avez dit 1000 solutions, etc. Donc le génie du lieu est très important et on ne peut pas compenser
d'une manière identique un peu partout des écosystèmes remarquables ou parfaits, quoi. Mais bon, voilà, à part ça, c'est parfait. Et on a vraiment envie de travailler avec vous. Je pense qu'il y a d'autres infrastructures, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que vous avez parlé du CO2. Je pense que l'avenir va nous conduire à récupérer le CO2, à le transporter et à l'enfouir ou à le transformer en hydrocarbures, si vous voulez. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des pipelines de CO2. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on va l'enfouir dans le sol. Il y a en Islande, par exemple, une expérience tout à fait passionnante où on envoie le CO2 avec de l'eau sur le basalte. Et là, il y a une réaction qui se fait, ça refait du calcaire, etc. Et en France, il y a sans doute, autour de Clermont-Ferrand, dans le basalte, il y a des possibilités du même genre. Donc tout ceci, c'est peut-être aussi l'avenir. Et ça nous donne une idée de la transition écologique qui est tout à fait conquérante, nouvelle, passionnante, qui va conduire à de la valeur ajoutée. Et ça nous sort un peu de l'idée que il faut interdire tout, il faut se serrer la ceinture partout, et tout ça, c'est assez déprimant. Et donc, au fond, avec la fédération, il y a cette vision un peu optimiste et un peu conquérante de la transition qu'il faut, à mon avis, faire triompher. Donc, merci d'y avoir contribué.